On peut dire la même chose de l'anglais. Je parle l'anglais du XXIe siècle. Si je vivais à l'époque élisabéthaine, je n'emploierais pas les mêmes mots ni la même syntaxe. Des linguistes étudient l'Ancien Testament en hébreu pour relever les endroits où les tournures sont les plus archaïques. Ils trouvent ce qu'ils cherchent dans l'Exode, le deuxième livre de la Bible. Chars et forces de Pharaon, à la mer, il les lança. La fleur de ses écuyers sombra dans la mer de jonc. Exode, chapitre 15, verset 4. Le cantique de la mer Rouge est le point culminant du récit de l'esclavage des Israélites en Égypte et de leur délivrance par Moïse. Dans toute la Bible, aucun événement n'est mentionné plus souvent que l'Exode. Le cantique de la mer Rouge pourrait avoir été écrit vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, à l'époque de l'abécédaire de Zaïte. Mais il était sans doute déjà récité sous forme de poème, bien avant l'apparition de l'alphabet hébraïque. C'était probablement une sorte d'histoire racontée sous forme poétique autour des feux de camp. Nos poèmes aussi sont souvent plus faciles à retenir que les récits en prose. De façon générale, il semble qu'on se transmet la poésie oralement longtemps avant de la coucher par écrit. Et puisque le poème de l'Exode est tellement ancien, l'histoire pourrait peut-être avoir un fondement historique. Quelque part sur le bras oriental du delta du Nil, dans un paysage irréel de monuments en ruines et de blocs de pierre renversés, les archéologues ont découvert une ville oubliée. Un peu partout sur le site, ils ont trouvé des monuments dédiés à Ramsès II, un des plus grands rois d'Égypte. On le considère souvent comme le pharaon de l'Exode. Dans les textes des anciens Égyptiens, cette ville s'appelle Pi-Ramsès, la maison de Ramsès, un nom qui fait écho au récit biblique de l'Exode. La seule chose qui est expressément mentionnée dans l'Exode et qu'on peut sans doute rattacher à des faits non bibliques, ce sont les deux villes que les Hébreux sont contraints de bâtir, c'est-à-dire Pithom et Ramsès. Les historiens s'accordent à dire que la ville biblique de Ramsès ne fait qu'une avec la cité antique de Pi-Ramsès. Ses ruines sont ici, à Tanis. La plupart des égyptologues identifient Tanis comme Pi-Ramsès, la ville de Ramsès, parce qu'on trouve ici une grande quantité de monuments ramessides. Ce recoupement entre l'archéologie et la Bible permet de mieux situer l'Exode dans le temps. Il a forcément eu lieu après 1275, date de l'accession de Ramsès II au trône, et avant 1208, date à laquelle la stèle du fils de Ramsès II, le pharaon Mérenptah, évoque explicitement la présence des Israélites dans le pays de Canaan. D'après la Bible, les Israélites quittent l'Égypte en masse, 600 000 hommes et leurs familles. Ils errent ensuite dans le désert pendant 40 ans. Même en admettant que les chiffres bibliques soient exagérés, cela fait plus d'un siècle que les archéologues cherchent en vain les traces d'une migration susceptible d'être liée à l'Exode. Aucun site archéologique n'a fourni d'informations sur leur errance dans le désert. Il n'y a rien qui prouve que l'Exode a eu lieu.
Il n'existe donc aucune confirmation historique ni archéologique de l'Exode. Pourtant, les historiens savent désormais que les 4 différents groupes d'auteurs de la Bible ont contribué à la rédaction de l'Exode. Peut-être parce que le thème abordé est intemporel. C'est un éloge exaltant de la liberté. La liberté est un concept envoûtant. C'est une des lectures qu'on peut faire de l'Exode. L'histoire du passage de la soumission aux autres au contrôle de soi-même et de la domination à l'autonomie. Ce sont des idées très fortes